Ma mère n'a pas manqué l'appel de l'hôpital. Elle y a répondu depuis un spa. Je ne pars pas pour de la paperasse, a-t-elle dit à l'infirmière des urgences. Pendant que j'étais allongé à 40 miles de là, à 15 ans, à 5 jours de mes 16 ans. Avec un poumon affaissé et un formulaire de consentement que personne d'autre ne pouvait signer. Je m'appelle Sloan Mercer. Dans notre famille, j'étais la forte, la fille qui gérait les choses. L'enterrement de mon père, les humeurs de ma mère. Chaque endroit calme où un adulte aurait dû se tenir debout et ne l'avait pas fait. Ce mardi-là, je ne pouvais pas être forte. J'étais inconsciente. Ma grand-mère a reçu l'appel vers minuit et a conduit dans le noir depuis un autre état. Au matin, un formulaire de garde d'urgence était posé sur le plateau à côté de mon lit. Et le nom de ma mère n'y figurait pas. 2 jours plus tard, elle s'est précipitée en disant « Elle ne peut pas ». Puis elle s'est arrêtée parce qu'elle a enfin vu ce que mon père avait construit et caché avant de mourir. Si vous vous demandez déjà ce qu'un homme mourant cacherait à sa propre femme et pourquoi, restez avec moi. Cette réponse est l'épine dorsale de toute cette histoire. Et elle est plus étrange et plus froide que ce que vous imaginez en ce moment. Je m'appelle Sloan Mercer, et pour comprendre le papier sur ce plateau, vous devez revenir avec moi d'abord dans une banlieue verdoyante en dehors de Phoenix. Et le seul mot que tout le monde utilisait à mon sujet comme si c'était un cadeau. La première fois que j'ai compris quel genre de fille j'étais censé être. J'avais 7 ans et il y avait une carte sur le comptoir de la cuisine avec mon nom écrit de la main bouclée de ma mère. À l'intérieur, 2 billets de $20 pliés et une seule ligne, pour tout ce que tu veux. Ma chérie. Tu sais toujours ce qui est le mieux. Elle était à Scottsdale cet après-midi-là. En train de conclure une vente de maison avec une piscine que l'annonce faisait ressembler à du verre. Mon anniversaire était un samedi. La carte était sur le comptoir depuis le jeudi. J'ai appris à appeler cela de l'amour parce que l'alternative était de l'appeler autre chose. Et j'avais 7 ans. Dans notre quartier planifié de la Vallée, où le désert avait été forcé en pelouses émeraudes identiques. Et où chaque cul-de-sac avait sa propre newsletter, la réputation d'une mère était un atout public. Et une fille qui ne brillait pas était une ligne que les voisins remarquaient avant vous. Ma mère était la meilleure vendeuse, 3 années de suite. Son visage sur le banc de bus devant l'épicerie. Son nom en vedette à la vente aux enchères de l'école, et j'étais la facile. Celle qui demandait peu d'entretien. Celle qui pouvait être laissée avec une carte et 2 billets pliés et qui enverrait un texto de remerciement avant midi. Tu es si bonne toute seule, bébé, disait-elle, déjà à moitié dans sa voiture. Dieu merci, l'une de vous est facile. L'une de vous. Dans les heures lentes après que la porte du garage se soit refermée. Je me demandais qui était la difficile. Nous n'avions pas d'autres enfants. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que la seule autre personne dans cette maison qui avait jamais été difficile à gérer était mon père. Et qu'il l'avait géré de la manière la plus silencieuse possible pour un homme. En me laissant une carte que je ne trouverais pas pendant des années. Être facile était un travail. Je ne savais simplement pas encore que j'avais été engagé. Il y a une nuit que j'ai gardée. J'avais 9 ans, je faisais de la fièvre. L'infirmière scolaire avait appelé vers midi. Ma mère avait une clôture de vente. Elle ne pouvait pas bouger. Alors j'ai pris le bus pour rentrer et je me suis mis au lit avec un thermomètre et un verre d'eau plate au gingembre tiède. Mon père m'a trouvé à 20 heures, encore en vêtements d'école. Le thermomètre indiquait un chiffre qui a changé son visage. Il n'a pas fait la leçon et il ne l'a pas appelé. Il s'est assis au bord du matelas. A posé sa paume à plat sur mon front et est resté silencieux longtemps. Puis il a dit quelque chose que je ne comprendrai pas avant des années. Tu ne devrais pas avoir à être aussi doué pour être seul. Je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas. Il m'a regardé comme si le mot lui avait coûté quelque chose. Je vois maintenant qu'il comptait déjà. La boutique de mon père sentait le cèdre et l'huile de machine. Et le samedi, elle sentait le café froid dans un thermos qu'il ne finissait jamais.
Mercé et fils ébénisterie. Le panneau le disait, même s'il n'y avait pas de fil. Le fils était mon grand-père mort avant ma naissance et mon père avait gardé le nom. Il construisait des choses qui survivaient à leur raison. Des banquettes sous fenêtre, un porte-épices en forme de vague, un coffre en cèdre. Assemblé à queue d'aronde au coin qu'il avait poncé à la main pendant presque un mois et n'avait jamais dit à personne à quoi il servait. C'était lui qui venait au récital. Il applaudissait trop longtemps. Il se tenait au fond dans ses bottes de travail pendant que les autres pères portaient des polos de golf, et il s'en fichait. Et je l'aimais avec la certitude sans complication d'une enfant qui a exactement un endroit sûr. Puis à l'automne de mes 13 ans. Son cœur s'est arrêté dans son camion sur le parking de la Syrie sans avertissement sauf qu'il y avait eu un avertissement 2 ans plus tôt. Un avertissement silencieux dans le cabinet d'un cardiologue qu'il n'avait jamais mentionné. Ma grand-mère est venue pour l'enterrement et est restée une semaine. Marian Mercé, la mère de mon père, une femme qui mesurait 2 fois et parlait 1 fois. Le dernier soir, en essuyant une assiette qu'elle avait déjà essuyée, elle a dit « Ton père pensait toujours 3 coups à l'avance. » J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a posé l'assiette sur l'égouttoir. Il a pris des dispositions, a-t-elle dit. C'est tout ce que je dirai pour l'instant. Le coffre est rentré avec elle au Nouveau-Mexique, fermé à clé. J'ai demandé 1 fois si je pouvais regarder à l'intérieur. Elle m'a regardé dans les yeux un long moment. Le coffre est resté fermé. Elle aussi. 5 jours avant mes 16 ans. Ma mère a réservé un week-end bien-être dans un resort à environ 40 miles au nord. Le genre avec des serviettes à l'eucalyptus dans une salle calme. Tu ne m'en veux pas, hein? A-t-elle dit, le pouce bougeant sur son téléphone. Tu ne m'en veux jamais. Je ne lui en voulais pas. C'était vrai. Et c'était aussi tout le problème. Et je n'avais pas encore le langage pour distinguer les deux. Ce mardi a commencé comme rien. Une amie, 2 classes au-dessus, qui avait son permis depuis l'été, nous conduisait voir une voiture. Ma voiture, techniquement. Une berline d'occasion que l'assurance de mon père avait silencieusement payée. Garée dans l'allée comme une promesse que personne ne m'avait expliquée. Je me souviens de la ceinture de sécurité tirant fort sur ma clavicule. Je me souviens d'un feu vert. Je me souviens d'avoir décidé d'envoyer un texto à ma mère pour dire que nous serions à la maison à 18 h. Je ne me souviens pas du camion qui a brûlé le feu rouge. Il y a un trou là où la partie suivante devrait être. Les médecins l'ont rempli plus tard avec des phrases cliniques propres. L'impact et le transport aérien et le poumon qui avait lâché. Mais dans ma propre mémoire, il n'y a que la ceinture de sécurité, le feu vert. Puis un plafond que je ne reconnaissais pas, un plateau que je ne reconnaissais pas. Et une seule feuille de papier qui expliquerait plus sur ma famille que 16 années n'avaient réussi à le faire. Je ne m'en suis jamais voulu. C'était tout le problème. La salle de bal avait un lustre de la taille d'une petite voiture et une moquette qui avalait le son, et je tenais un verre d'eau glacée qui transpirait froid dans ma paume pendant que 400 professionnels de l'immobilier applaudissaient ma mère. C'était la gala des récompenses régionales. Le printemps de mes 15 ans, 200 aux tables, 200 de plus le long des murs. Cercle du président, top 3 dans la vallée. Elle a traversé jusqu'à la scène et a parlé de la couleur de l'argent et a remercié ses clients. Son équipe, le marché et le Seigneur. À peu près dans cet ordre. J'avais apporté quelque chose à lui dire. Plus tôt cette semaine-là, j'avais pris la 2e place dans une compétition académique régionale. Une vraie, avec une médaille dans une boîte en velours. Et je portais la nouvelle depuis 3 jours, attendant un bon moment. Je pensais que la gala pourrait l'être. En la regardant briller là-haut, je pensais que peut-être ce soir il y aurait de la place. Après, à la table, une femme avec des perles s'est penchée et a demandé à mon sujet. Et qui est cette charmante jeune demoiselle? Ma mère a posé sa main sur mon épaule. Chaude, en représentation. Oh, c'est Sloan, ma facile. Un petit rire.
Honnêtement, elle s'élève toute seule. Je ne sais pas comment j'ai eu autant de chance. La médaille était dans mon sac sous la table dans sa boîte en velours. Je l'ai laissée là sous la nappe où personne ne pouvait la voir. J'ai passé mon pouce le long du bord cannelé de la médaille jusqu'à ce que le métal devienne chaud. C'était une chose que je faisais. Quand il n'y avait nulle part où mettre un sentiment. Je le donnais à un objet et laissais l'objet le porter pour moi. La femme au père la sourit et est retournée à son vin. Mais il y a eu une demi-seconde d'abord et je l'ai capté. Où ses yeux sont passés du visage de ma mère au mien et se sont arrêtés. 200 personnes ont applaudi pour elle. Voici la partie qui a changé quelque chose en moi. Et ce n'était pas la phrase qu'elle avait dite. C'était le silence après. J'ai attendu. Je veux être précise à ce sujet parce que la précision est la seule chose qu'elle ne pouvait jamais reformuler. Je suis restée assise à cette table et j'ai attendu qu'un adulte, n'importe quel adulte, dise la chose facile et ordinaire. C'est une enfant brillante. Vous devez être fier. N'importe quoi. Il y avait 8 personnes à la table. Sous la nappe? J'ai compté les secondes pendant lesquelles quelqu'un aurait pu parler sur mes doigts. J'ai manqué de doigts. Personne n'a rien dit, non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient d'accord. Dans cette salle, l'histoire de moi avait déjà été écrite et circulée et acceptée. Et l'histoire était que Sloan s'élève toute seule. Sloan va bien. Sloan n'a besoin de rien. Et on ne corrige pas une histoire que tout le monde trouve si pratique. Le silence n'était pas un accident. C'était l'accord. J'ai compris à 15 ans, en tenant du métal chaud sous une nappe, que j'avais été élevé par un consensus. Et un consensus est presque impossible à combattre parce qu'il n'y a pas une seule personne à combattre. Il n'y a qu'une salle qui hoche la tête. Ce n'était pas seulement cette salle. Le consensus gardait une centaine de petits bureaux. Il y avait une voisine 2 portes plus loin, Donna Petra, qui gérait le groupe de discussion de la rue et la collecte de fonds de l'école. Et qui pendant des années m'avait appelé la fille Mercé facile avec une vraie affection. Comme on louerait une plante d'intérieur qui n'a jamais besoin d'arrosage. Une fois quand j'avais 12 ans et que ma mère avait oublié de me récupérer et que j'ai marché les 2 miles jusqu'à la maison dans la chaleur d'août, Donna m'a dépassé sur la route, a ralenti, a fait un signe de la main, et a continué. Elle a dit plus tard à ma mère à quel point c'était impressionnant. À quel point j'avais été élevée pour être indépendante. Ma mère était d'accord. Elle croyait toutes les deux qu'elle me complimentait. C'est ça avec un consensus. De l'intérieur, ça ne ressemble pas à de la négligence. Ça ressemble à toute une communauté qui admire votre force pendant qu'elle décide tranquillement que vous n'avez pas besoin de la leur. Il y avait exactement une personne qui avait jamais refusé de le signer. Et il était déjà 2 ans dans la terre. Le trajet du retour est là où l'autre fil commence. Même si je ne savais pas encore que c'était un fil. Elle conduisait d'une main et tenait son téléphone à l'oreille avec l'autre. Et les lumières de l'autoroute passaient à travers le pare-brise en une pulsation lente qui traversait son visage, puis le mien. Sa récompense roulait sur la banquette arrière dans son bloc d'acrylique, attrapant la lumière chaque fois que nous passions sous un lampadaire. Elle ne parlait pas à un client. Je le savais à sa voix, qui avait laissé tomber sa chaleur de showroom. Je t'ai dit que les coups de portage me tuent, a-t-elle dit. Basse comme si elle avait oublié que j'étais dans la voiture. Non, je ne peux pas flotter ça encore. Une pause. Alors on vend le lot Vista. On absorbe la perte. On passe à autre chose. Une autre pause plus longue. Je vais trouver une solution. Je trouve toujours une solution. Elle a raccroché et a posé le téléphone face contre sa cuisse. Et la chaleur s'est rallumée comme un thermostat atteignant son chiffre. Tu es si facile à emmener partout, a-t-elle dit, souriant à la route. Au moins avec toi, je n'ai jamais à m'inquiéter. J'ai regardé la récompense qui glissait derrière nous et le téléphone face contre sa jambe. Et j'ai fait la chose que je m'étais enseigné à faire.
J'ai classé ça, coup de portage, l'eau vista. Flotter ça encore. Il faudrait des mois avant que l'un de ces mots ne signifie quelque chose. Mais j'avais une habitude à ce moment-là. Construite sur des années de garder les pièces que je ne pouvais pas encore lire. Le numéro entendu, la porte fermée un battement trop fort. Le nom sur un courrier qui ne correspondait pas à l'histoire qu'on m'avait racontée. Je ne savais pas que je construisais un dossier. Je pensais que je faisais seulement attention parce que faire attention était la seule sorte d'amour. Que je savais donner et que personne ne pouvait me renvoyer dans une enveloppe. Je ne savais pas cette nuit-là que les pièces que je classais tranquillement se retrouveraient un jour dans un dossier sur la table d'un avocat et aideraient à décider à qui j'appartiens. Je savais seulement que la femme à côté de moi avait toute une vie où je n'étais pas autorisé à entrer et que la porte fermée de celle-ci avait un numéro de l'autre côté et que le numéro grandissait. Coup de portage. J'ai classé ce mot. Le plafond est revenu avant tout le reste. Des dalles acoustiques, une tache d'eau en forme d'état que je ne pouvais pas nommer. Un panneau fluorescent bourdonnant quelque part derrière ma tête. Puis l'odeur, antiseptique. Et dessous faiblement le cèdre et l'huile fantôme de la chemise de flanelle de mon père. Que j'apprendrai plus tard que ma grand-mère avait glissé sous la couverture d'hôpital Pars. Qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre de ses mains. Ses mains. C'est la prochaine chose dont je me souviens. Marion Mercé dormait dans le fauteuil en vinyle à côté de mon lit, assise droite. Et ses mains étaient enveloppées autour d'un gobelet en papier de café froid, et elle tremblait. Pas frémissait, tremblait. Le tremblement fin et continu d'un corps qui avait conduit 410 miles dans le noir sans sommeil et un seul appel téléphonique et ne s'était pas encore permis de s'arrêter. Une infirmière est entrée pour vérifier les lignes. Son badge disait Robin Caldwell. Elle a vu que mes yeux étaient ouverts et elle n'a pas fait la chose brillante que font les infirmières. Elle s'est penchée près et a dit tranquillement, « Te voilà. Tu n'as pas à aller bien pour moi, ma chérie. Personne dans cette chambre n'a besoin que tu ailles bien. » Je ne savais pas quoi faire de ça. Personne n'avait jamais commencé par ça. Ils avaient déjà fait le travail urgent. J'ai reconstitué ça au cours de l'heure suivante. Un poumon affaissé n'attend pas une signature. Le tube thoracique avait été posé en quelques minutes de mon arrivée pendant que j'étais encore une étrangère pour chaque personne dans ce bâtiment parce que c'est ce que font les hôpitaux quand un enfant est en train de mourir devant eux. La signature n'était pas pour le sauvetage. La signature était pour tout après le sauvetage. Qui décide de ce qui vient ensuite? Qui a le droit de s'asseoir dans ce fauteuil et de dire oui à ce scanner, non à ce transfert? Qui a le droit d'être l'adulte dans la chambre pendant les jours qu'il faut à un corps pour se reconstruire? Sur le plateau à côté du lit, il y avait une seule feuille de papier. Une ordonnance accordée dans les petites heures, garde temporaire à Marion Mercé, un formulaire. Le nom de ma mère n'y figurait pas. Elle est entrée 2 jours plus tard comme le temps. La porte a cogné le butoir en caoutchouc et la voilà. Ma mère. Lunettes de soleil encore sur à l'intérieur, un sac sur une épaule. Et un ordinateur portable coincé sous son bras comme si elle avait travaillé dans la voiture. Le premier mot sorti d'elle était un verbe dirigé vers ma grand-mère. Elle ne peut pas. Et puis elle s'est arrêtée parce qu'elle avait vu le plateau. Elle avait vu l'ordonnance. J'ai regardé ses yeux descendre dessus et parcourir les mots. Et j'ai regardé l'instant exact où elle a compris ce qu'elle regardait. Pas une erreur d'étranger, pas un hôpital qui outrepassait, un nom, une désignation en attente. Une chose arrangée à l'avance, des années à l'avance. Par quelqu'un qui avait pensé 3 coups à l'avance par la seule personne dans notre famille qui n'était plus en vie pour être discutée. Son visage a fait quelque chose que je n'avais jamais vu. Pendant une seconde, il était juste ouvert et effrayé et nu. Puis il s'est fermé. Les lunettes de soleil sont venues. La chaleur est montée comme un thermostat atteignant son chiffre. Et ma mère, qui n'avait pas encore posé une seule question à l'infirmière sur mon poumon. Ma chirurgie, ma douleur, si je marcherais droit, si j'avais été réveillé quand c'était arrivé.
A posé l'ordinateur portable au pied de mon lit, a joint les mains, et a souri à la chambre. Très bien, a-t-elle dit. Soyons juste pratiques à ce sujet. Elle n'a pas demandé si j'étais vivante. Elle a dit pratique. Pratique dans la bouche de ma mère était toute une grammaire. Elle a tiré le plateau roulant plus près et a ouvert l'ordinateur portable et l'écran a jeté un rectangle pâle de lumière sur la couverture avant qu'elle ne l'oriente loin de moi. Elle avait un stylo. Elle avait toujours un stylo. Conclure une vente était sa religion. Voici ce que nous allons faire, a-t-elle dit de la voix qu'elle gardait pour les premiers acheteurs nerveux. Je suis ta mère. Je m'occuperai des formulaires. Je m'occuperai de l'hôpital. Je m'occuperai de l'assurance. Tout. Tu ne penses à rien de tout ça. Tu te reposes juste. Elle s'est penchée et a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Et sa main était parfaitement stable. Et cette stabilité m'en disait plus que ces mots. Je savais que tu t'en sortirais, bébé. Tu le fais toujours. Tu es madure. Voilà. Toute l'architecture de mon enfance en 6 mots. Délivrée gentiment à mon chevet comme l'explication de pourquoi elle n'était pas venue. Je savais que tu t'en sortirais. Tu le fais toujours. Elle avait pris un appel téléphonique sur sa fille inconsciente et l'avait fait passer par le même filtre qu'elle faisait passer tout. Le filtre qui disait « Slow va bien. Sloan gère les choses. Sloan n'a besoin de rien. » Et le filtre lui avait dit de rester à 40 miles et de garder son rendez-vous. Elle ne mentait pas quand elle l'a dit. C'était la pire partie. Elle y croyait. Puis elle a dit, la chose qui a donné le froid en moi des arêtes. Et une fois que le règlement arrivera, et il arrivera. 6 écarts est conservateur pour un impact comme celui-ci. Nous le mettrons en place pour qu'il soit protégé. Donc tu es protégé. 625 000 $. Elle l'a dit comme on dit un chiffre qu'on a déjà calculé plus d'une fois dans une pièce calme sur une calculatrice. La réclamation avait 4 jours. Je n'avais même pas quitté le lit. J'ai eu 16 ans 3 jours plus tard dans ce lit. Il n'y avait pas de plan pour ça. Ma grand-mère l'a découvert d'un bracelet de tous les trucs. La date de naissance imprimée à côté de mon nom en petite police d'hôpital. Et elle est devenue très immobile quand elle l'a lu. Puis elle est partie 20 minutes et est revenue avec un cupcake d'épicerie dans une coquille en plastique et une seule bougie qu'elle avait persuadé quelqu'un au poste des infirmières d'allumer. Elle n'a pas chanté. Elle l'a posé sur le plateau roulant et elle a dit 16. Comme si c'était un fait qui avait besoin d'un témoin. Et elle a tenu ma main pendant que la petite flamme brûlait jusqu'au bout. Et ni l'une ni l'autre n'avons dit l'évidence. L'évidence était que ma mère avait envoyé un texto ce matin-là. Joyeux anniversaire, bébé. Grande année à venir. 3 points d'exclamation. Elle était à une visite à travers la ville. La bougie s'est éteinte toute seule. Ma grand-mère a plié l'emballage en cellophane en un petit carré serré et l'a mis dans la poche de son manteau et l'a gardé. Je l'ai trouvé des mois plus tard, encore plié dans un tiroir. C'est comme ça que je sais ce que ce jour lui a coûté parce qu'elle n'a jamais dit une fois le concours est arrivé comme une enveloppe mince d'un cabinet d'avocats. Le genre qui ressemble à rien et change tout. Ma mère avait déposé 2 requêtes en réalité. Même si ça m'a pris un moment pour voir qu'elles étaient 2 combats différents portant le même costume. La première était pour la garde de la personne, le langage l'appelait. Le droit de décider où je vivais et avec qui je vivais. La seconde était plus silencieuse, et il s'est avéré que c'était celle qui comptait pour elle. La curatelle, le droit de gérer mon argent. Voici ce que je ne comprenais pas encore. Et ce qui rendait la seconde requête si étrange une fois que j'ai compris. Mon père avait déjà mis ce qu'il me laissait. Son assurance vie et les produits de la vente de la boutique dans une fiducie des années plus tôt. Avec un fiduciaire indépendant verrouillé hors de portée de ma mère par conception. Cet argent elle ne pouvait jamais le toucher. Donc l'argent qu'elle cherchait à atteindre était le nouvel argent. L'argent que l'accident lui-même allait faire.
Le règlement qui n'avait pas réglé. Ma grand-mère, quand elle a entendu que l'audience était réelle, a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a dit qu'elle devait retourner au Nouveau-Mexique pour une journée. Il y a quelque chose que j'aurais dû apporter la première fois, a-t-elle dit. Et elle n'a pas voulu dire quoi. Le tribunal a fixé une date, le 13 mai, un peu plus de 4 semaines plus tard. Et parce qu'une mineure était impliquée. Et parce que les 2 adultes dans ma vie étaient maintenant formellement en guerre pour moi. Le juge a nommé une 3e personne pour parler seulement pour mes intérêts. Une gardienne ad litem. Son nom était Paula Brennan. Et la première fois qu'elle s'est assise en face de moi dans un salon d'hôpital calme avec un bloc-notes qu'elle n'a pas ouvert tout de suite. Elle a dit, mon seul travail ici est ce qui est le mieux pour toi. Sloan. Pas pour l'une ou l'autre d'elles, juste toi. J'avais vécu 16 ans et 3 jours. C'était la première fois qu'un adulte professionnel avait été assigné formellement par écrit à être de mon côté. Le 13 mai. Tout pointait vers ça. La première chose que le dépôt de son avocat a faite était de me décrire. J'en ai reçu une copie parce que Paula croyait que j'étais assez âgé pour lire ce qui était dit sur moi. Et elle avait raison. Et c'était encore une chose étrange de lire un paragraphe de soi-même écrit par quelqu'un qui essayait de gagner. Il disait que j'étais émotionnellement fragile dans le sillage d'un traumatisme récent. Il disait que j'avais été indûment influencé par une parente âgée avec son propre agenda. Ma grand-mère, 410 miles et une nuit sans sommeil plus tôt, avait un agenda propre. Je l'ai lu 2 fois et l'ai rendu. Et Paula a regardé mon visage de la manière dont elle viendrait à le regarder. Et elle a fait une petite note. Et tout ce qu'elle a dit était, nous laisserons le dossier répondre à ça. Je ne savais pas encore combien de dossiers il y aurait. L'appel de Martin Keller est venu 2 jours plus tard. Ma grand-mère tenant le téléphone à plat entre nous sur le plateau. Le haut-parleur allumé parce que son audition n'était plus ce qu'elle avait été. Keller était l'avocat de mon père. Il l'avait été pendant 15 ans depuis avant ma naissance. Il avait la voix tranquille d'un homme qui lit tout 2 fois. Sloan, a-t-il dit, ton père a mis en place certaines choses il y a longtemps. 2 ans avant son décès après une frayeur avec son cœur que je crois qu'il a gardé assez silencieuse. Une pause, le son d'un homme choisissant ses mots. J'ai été le fiduciaire là-dessus depuis le début. J'aurais dû contacter le jour de l'accident et je prends la responsabilité que ça nous a pris quelques jours pour nous trouver. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Rien de ce qui t'arrive en ce moment ne l'aurait surpris. Il a vu une version venir. C'est pourquoi il a fait ce qu'il a fait. J'ai posé la seule question que j'avais. Fais quoi? Il y a eu un silence sur la ligne et dedans je pouvais entendre ma grand-mère respirer et la climatisation et quelque part un chariot roulant dans un couloir. Il a laissé des instructions, a dit Keller. Et il les a laissées dans un endroit particulier parce qu'il ne voulait pas qu'elles soient trouvées et défaites pendant qu'il était en vie. Ta grand-mère la porte. Je pense qu'il vaut mieux que tu le vois plutôt que de l'entendre de moi. Cet après-midi-là. Ma grand-mère est revenue par la porte de l'hôpital avec un sac de sport dans une main et tenue contre sa poitrine comme quelque chose qui pourrait se renverser. Le coffre en cèdre. Il ne m'avait jamais dit pourquoi. Le coffre elle l'a posé sur le lit entre nous. Il était plus petit que je me souvenais de l'enfance. Comme les vieilles choses le sont, grain tigré. Les coins assemblés à queue d'aronde par une main que je reconnaîtrais n'importe où. Les charnières en laiton avaient foncé. Elle a pris une clé d'une chaîne autour de son cou où elle avait été tout le temps sous son chemisier et elle a ouvert le couvercle et l'odeur est montée d'un coup. Cèdre, tout mon père dans une odeur. À l'intérieur sur le dessus une flanelle pliée. Puis une enveloppe en manille douce au bord à force de manipulation. Puis une pile de documents dans une pochette en plastique transparent et agrafée à l'avant de une enveloppe blanche scellée avec mon nom dessus dans son écriture et un petit enregistreur vocal. Le genre bon marché avec un post-it qui disait seulement joue ça avec elle.
Ma grand-mère a sorti la pochette et la tenue où je pouvais voir. La page du haut était une fiducie. Je ne comprenais pas la plupart du langage. Mais je comprenais les noms parce qu'une fiducie est en fin de compte à propos de noms. Qui est dedans et qui est dehors? Mon nom y était. Le fiduciaire était Martin Keller. Et à la ligne où le nom de ma mère aurait dû être à chaque endroit où un mari mettrait normalement. Sa femme, successeur, gardienne des fonds, quoi que ce soit. Il n'y avait rien. Il était passé et l'avait laissé de côté, pas oublié, retiré. Il y avait ses initiales à côté des suppressions. Daté, attesté. Page après page, les mêmes petites initiales, la même date soigneuse. Un homme effaçant méthodiquement sa femme de l'avenir de sa fille, une ligne de signature à la fois. Il s'était assis dans une pièce 2 ans avant sa mort et avait retiré son nom de tout exprès. Pendant qu'elle était encore sa femme et croyait encore qu'elle était la réponse à la question de qui prendrait soin de moi. Il avait retiré son nom des années plus tôt exprès. Robin Caldwell a tiré le rideau autour de nous sans qu'on le demande. Et le clic du bouton de l'enregistreur était très fort dans le petit espace. Pendant un moment, il n'y avait que le sifflement de la bande bon marché. Le son d'une pièce étant enregistré quelque part dans le passé. Et puis mon père s'est éclairci la gorge de la manière dont il le faisait toujours avant de dire quelque chose qui importait. Et sa voix est entrée dans cette chambre d'hôpital 3 ans après qu'il l'avait quittée et là. Remplie. Si tu entends ça, Sloan, alors quelque chose est arrivé. Et je suis désolé de ne pas être là pour ça. J'ai été désolé de ça à l'avance depuis un moment. Ce qui est une chose étrange pour un homme d'avoir apporté. Il a fait une pause. Je pouvais l'entendre respirer. Derrière lui, faiblement, les petits sons de sa boutique, un ventilateur tournant. Le tic du radiateur d'appoint qu'il gardait près de l'établi. Je veux te dire quelque chose que je n'ai jamais réussi à dire en face parce que le dire à voix haute aurait semblé briser quelque chose que nous faisions tous semblant n'était pas déjà brisé. Tu n'es pas la facile. Tu n'as jamais été la facile. Tu es celle qui a appris très jeune que l'amour dans cette maison venait avec une condition. Et la condition était que tu n'en aies pas besoin. Et tu la remplis chaque jour. Et ça m'a presque tué de regarder parce qu'une enfant ne devrait pas être aussi douée pour être seule. Donc j'ai fait la seule chose que je sais faire. Je ne suis pas un homme doué avec les mots. Je suis doué avec le papier et la planification et faire une chose solide pour qu'elle tienne. Je me suis assuré que si ça en arrivait là, les gens qui te voient vraiment auraient la position pour intervenir. Et celles qui ne te voient pas n'auraient pas le droit de décider de ta vie ou de toucher ce qui est à toi. Ta grand-mère sait. Martin sait et maintenant tu sais. Tu n'as jamais été aussi seul qu'ils t'ont fait sentir. Je t'ai vu. Je suis désolé qu'il ait fallu un enregistrement pour le dire. Sois douce, petite. Tu en as le droit. Tu en as toujours eu le droit. La bande a sifflé pendant quelques secondes après qu'il se soit arrêté et puis elle s'est terminée. Ma grand-mère n'a pas tendu la main vers moi. Elle savait mieux. Elle a posé sa main tremblante à plat sur la couverture sur mon pied. Le même endroit, le même poids. De la manière dont mon père avait une fois posé sa paume sur mon front et elle l'a laissé là. Toute ma vie j'avais porté une histoire sur moi-même. Et l'histoire était que j'étais la fille dont personne ne se souvenait tout à fait de avoir besoin. J'avais construit un moi entier à partir de ne pas m'en vouloir. Et en 4 minutes, un homme mort a tendu la main dans cette histoire et l'a retournée. Et dessous il y avait une différente qui avait été vraie tout le temps. Je n'étais pas celle qui manquait. J'étais celle qu'il protégeait. Le travail des 3 semaines suivantes s'est passé surtout à une table pliante. Keller a pris l'avion. Lui et Paula Brennan et ma grand-mère se sont installés dans la salle de conférence d'un petit bureau près de l'hôpital. Et j'ai assisté aux parties qu'ils m'ont laissées. Et ce que je les ai regardés faire lentement et sans drame était construire un dossier. Les propres journaux d'appel de l'hôpital sont venus en premier. Paula les avait demandés, et ils sont revenus imprimés et horodatés et indéniables. L'unité des traumatismes avait appelé le portable de ma mère 3 fois l'après-midi de l'accident.
Le premier appel, elle a répondu et il a duré 90 secondes. Les deux suivants sont restés sans réponse. De la fin de ce 92e appel au moment où elle est entrée par ma porte, 41 heures s'étaient écoulées. 41 heures pendant lesquelles un téléphone avec son numéro était quelque part. Un spa, une visite, une voiture. Pendant qu'un hôpital essayait et échouait à joindre la seule personne légalement habilitée à décider de mes soins, Keller a posé la désignation en attente à côté du journal d'appel. Puis la fiducie. Puis une seule page notariée que mon père avait écrite et datée 2 ans avant sa mort. Expliquant en langage clair pourquoi il arrangeait les choses de cette manière. Paula l'a lu 2 fois et l'a posé très soigneusement. De la manière dont on pose quelque chose encore chaud. Ce n'est pas un cas difficile, a dit Keller presque pour lui-même, en alignant les bords de la pile. Elle l'a construit pour nous. Nous devons juste le présenter dans l'ordre. Tout ce qu'elle avait fait était sur papier maintenant. Presque tout. Il y avait une ligne dans ses dossiers sur laquelle Paula revenait sans cesse. En tapotant avec le capuchon de son stylo, et elle ne voulait pas me dire ce que ça signifiait. Je n'ai pas insisté. La nuit avant qu'il me déplace hors de l'hôpital. Ma grand-mère s'est assise au bord du lit et a travaillé un peigne dans mes cheveux. Ils s'étaient emmêlés à l'arrière autour de l'endroit où ils avaient rasé une petite zone pour la ligne, et elle l'a fait de la manière dont elle faisait tout, lentement avec le grain. Détachant chaque nœud avec ses doigts avant de laisser le peigne s'approcher pour qu'il ne tire pas. Elle avait apporté la flanelle de mon père du coffre et l'avait posée sur mes jambes. Et l'odeur de cèdre en était dans la chambre. Et pendant longtemps, ni l'une ni l'autre n'avons parlé. 9 jours, a-t-elle finalement dit, sans lever les yeux du peigne. 9 jours jusqu'à l'audience. Quoi que ta mère fasse entre maintenant et alors, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle envoie. Elle a libéré un autre nœud. Nous te tenons toi et moi. Nous ne courons pas après. Nous n'argumentons pas. Nous ne nous expliquons pas à des gens qui ont déjà décidé. Nous laissons la date venir et nous tenons. J'ai demandé si elle avait peur. Elle l'a considéré honnêtement de la manière dont elle considérait tout. J'ai 71 ans et j'ai conduit dans la nuit vers un état qui ne m'intéresse pas pour trouver ma petite fille sur une machine. Elle a dit, je suis au-delà de la peur. Je suis juste ici. 9 jours nous tenons. La première fissure dans la surface de ma mère est apparue sur une pelouse. J'étais conduite à la maison après un rendez-vous de suivi. Ma grand-mère au volant de sa vieille Buick. Et nous sommes passés devant une maison dans l'un des meilleurs quartiers avec un panneau immobilier planté dans l'herbe morte devant. L'herbe était morte parce que les arroseurs avaient été coupés. Et les arroseurs avaient été coupés parce que la maison avait des problèmes. Et en travers du bas du panneau, dans une bannière rouge, il y avait une phrase que je n'avais vue que comme une abstraction. Vente courte. Au-dessus de la phrase il y avait une photographie. Le visage de ma mère en plein sourire. Le même portrait des bancs de bus. C'est l'une des siennes, a dit ma grand-mère, en ralentissant sans qu'on le demande. C'est une chose étrange de voir l'effondrement de quelqu'un annoncé sur une pelouse. J'avais grandi en croyant que ma mère était faite d'argent. Ou du moins faite de l'apparence de celui-ci. Ce qui dans notre banlieue était presque la même monnaie. La robe, la couleur de l'argent, la récompense en acrylique. Le week-end au spa, 40 miles au nord, $1200 pour 2 nuits d'eucalyptus. Pris la même semaine où le poumon de sa fille s'est affaissé. Elle avait dit à tout le monde qu'elle prospérait. Prospérait. Le panneau dans la cour disait autrement. Keller avait le reste parce que les combats pour la curatelle ouvrent les livres. Quand on demande à un tribunal de vous laisser gérer l'argent d'un enfant, le tribunal a le droit de demander si vous pouvez gérer le vôtre. Donc les finances de ma mère que toute ma vie avaient été gardées derrière un mur d'éclairage. Flatteurs sont sortis sur la table pliante de Keller en colonne et les colonnes étaient rouges. Elle était endettée $250 000, $238 000 exactement. La plupart en garantie personnelle sur un développement qui n'avait jamais vendu. Elle avait refinancé notre maison 2 fois. Tirant l'équité à chaque fois jusqu'à ce qu'il n'en reste presque plus.
Et le printemps précédent elle avait vidé son compte de retraite, 95 000 $. En prenant la pénalité et le coût fiscal en sortant. Ce qui est l'équivalent financier de brûler les meubles pour rester au chaud. Les gens ne font pas ça quand ils prospèrent. Les gens font ça quand ils coulent et essaient d'avoir l'air de faire signe. Je suis resté assise avec ces colonnes un moment. Et quelque chose s'est réaligné en moi tranquillement. De la manière dont un os le fait quand il est enfin remis en place. La requête pour la garde n'avait jamais été à propos de moi. Le deuil, l'urgence, le je suis sa mère. Tout était le langage enveloppé autour d'un seul fait. Sa fille inconsciente était sur le point de devenir l'actif le plus précieux de sa vie. Un règlement qu'elle pouvait atteindre si elle le contrôlait. Un radeau de sauvetage fait d'argent avec mon nom sur l'immatriculation. Le combat pour la garde était un radeau de sauvetage. J'étais le radeau. Elle m'a appelé 2 fois cette semaine-là. Sur le portable que je n'étais pas vraiment censé avoir encore d'une voix pitchée pour un public. D'une seule personne. Le premier appel, elle a pleuré. De vraies larmes ou des larmes assez réelles. J'ai arrêté d'essayer de trier ses performances de ses sentiments parce qu'elle avait perdu la capacité de les distinguer longtemps avant moi. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a dit que le spa était une erreur qu'elle regretterait pour toujours. Qu'elle avait été en état de choc. Qu'un amour de mère ne disparaît pas en une mauvaise journée. Au deuxième appel, quand désolé ne m'a pas ému, la température a changé. Après tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-elle dit. Tu vas laisser une vieille femme et un avocat te retourner contre ta propre mère? Le sang est le sang, Sloan. Tu comprendras ça un jour. Je n'ai pas argumenté. Ma grand-mère m'avait appris la forme de ça. Nous ne nous expliquons pas à des gens qui ont déjà décidé. J'ai dit que je devais y aller et j'ai raccroché et mes mains étaient stables et j'ai remarqué qu'elles étaient stables et ça m'a un peu effrayé parce que des mains stables avaient toujours été les siennes. Elle n'est pas devenue silencieuse après ça. Elle s'est mise au travail de la seule manière qu'elle connaissait. Une closer n'accepte jamais qu'un accord soit mort. Une closer reformule. Et donc dans les semaines avant l'audience. Ma mère a commencé à assembler la chose qu'elle faisait le mieux, un récit avec des signatures. Elle est allée de haut en bas de notre rue et à travers les rôles de son église et de ses associations professionnelles, et elle a collecté des lettres de caractère. Je les ai vues la pile plus tard parce que Paula en a obtenu des copies. Il y en avait 11 dans des enveloppes assorties et elle disait des choses remarquablement similaires parce qu'elle avait dit aux écrivains quoi dire. Elle disait que ma mère était une parent unique dévouée. Elle disait que ma grand-mère était une parente âgée d'un autre état qui avait foncé pendant une crise pour isoler une fille fragile en deuil. Elle disait que l'endroit naturel pour moi était avec ma mère qui m'aimait. Qui m'avait tout donné. Donna Petra en a écrit une, je t'ai dit qu'elle reviendrait. Tout le plan de ma mère reposait sur un pari simple. Le même pari qu'elle avait gagné toute sa vie. Qu'une salle pleine de gens montrant une mère polie, en pleurs, bien aimée d'un côté. Et une vieille femme silencieuse du Nouveau-Mexique de l'autre ferait ce que les salles pleines de gens avaient toujours fait pour elle. Elle serait d'accord avec elle. Elle hocherait la tête. Le consensus tiendrait une fois de plus, et il me rendrait, moi et mon règlement, à elle. Paula a lu les 11 lettres une fois. Puis les a posées sur la table à côté de la colonne de nombres rouges côte à côte et a regardé les deux piles un long moment. Celles-ci, a-t-elle dit, en tapotant les lettres, ont été écrites par des gens qui ne savent pas pour celles-ci. Elle a tapoté les nombres. Puis elle a fait l'une de ses petites notes. Donc c'était le tableau. 9 jours avant. Ma mère avait 11 lettres, une communauté qui avait toujours pris son parti. Et une histoire polie jusqu'à briller. Nous avions une table pliante de papier, et une femme silencieuse du Nouveau-Mexique. Si vous êtes assis là en colère en mon nom en ce moment, bien. Asseyez-vous dedans une seconde parce que je suis resté assise dedans pendant des semaines. Et puis posez-vous la question que j'ai dû poser. Si vous aviez 16 ans et que les gens qui étaient censés vous aimer avaient transformé votre propre quasi-mort en une transaction.
Que feriez-vous réellement avec une salle pleine d'étrangers et une seule chance d'être cru? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Puis restez avec moi parce que ce qui s'est passé dans cette salle n'était pas ce sur quoi ma mère avait parié. La réunion était l'idée de ma mère. Son avocat a demandé une conférence de règlement avant l'audience, une session informelle. Une salle de conférence au lieu d'une salle d'audience. Les deux parties et un médiateur et la gardienne ad litem. Ma mère est entrée dans cette salle certaine qu'elle la gagnerait. Elle avait ses lettres dans un portfolio en cuir. Elle avait son bon manteau. Elle m'avait là parce que les règles le permettaient. Et elle avait orienté sa chaise vers moi. L'image d'une mère tendant la main vers son enfant. Elle a ouvert fort. Elle ouvrait toujours fort. Elle a glissé les lettres à travers la table, toutes les 11. Et elle a parlé de stabilité. Du besoin d'un enfant pour sa mère, d'une parente d'un autre état et d'influence indue. Et pendant environ 90 secondes ça marchait, de la manière dont elle marchait. La salle commençant à pencher vers sa chaleur. Puis Keller a ouvert un dossier à lui, et la salle a arrêté de pencher. Il n'a pas élevé la voix. Il a posé un document sur la table, puis un autre. De la manière dont on pose des cartes quand on tient toute la main. La désignation en attente, la fiducie avec son nom retiré, le journal d'appel de l'hôpital. Et il a expliqué tranquillement que l'argent qu'elle avait demandé à gérer ne pouvait pas. Par la structure même de l'accident dont il s'agissait. Être remis à quiconque avec un conflit d'intérêts financiers. Puis il a posé la colonne de nombres rouges sur la table à côté de son portfolio en cuir. Ces lettres étaient à propos de l'amour d'une mère. Son papier était à propos de 41,25 millions de dollars de dettes. Le portfolio a glissé dans ses mains. Elle l'a rattrapé, mais tout le monde a vu. Son embuscade est rentrée droit dans sa paperasse. Et puis sa sœur, essayant d'aider, a dit la pire chose possible. Ma tante Lindsay était venue pour la cautionner. Lindsay Cahill, la sœur cadette de ma mère, qui l'avait toujours admirée. Elle était restée assise tranquillement le long du mur. Et maintenant en regardant les mains de sa sœur trembler. Elle s'est penchée en avant pour faire la chose loyale. Pour mettre son pouce sur la balance pour la femme qu'elle aimait. Puis-je juste dire quelque chose, a-t-elle dit. Je pense que c'est si injuste. Caroline a été sur le coup depuis le premier jour. C'est la personne la plus organisée que je connaisse. Elle avait tout géré. Elle avait le numéro avant même que Sloan ne soit sorti de la récupération. La salle est devenue immobile. Elle ne l'a pas entendu. C'est ça avec Lindsay. Elle l'a dit comme un compliment, un témoignage de la compétence de sa sœur. Et elle s'est un peu reculée, contente, attendant que la salle soit d'accord que Caroline était. Après tout, une femme qui gérait les choses. J'ai regardé le visage de Paula Brennan. Jusqu'à cette seconde, elle avait été neutre, professionnelle. Une femme dont tout le travail était de ne prendre aucun parti. Et dans l'espace d'une demi-seconde, quelque chose sur son visage a bougé. Et puis s'est fixé comme de l'eau trouvant son niveau. Et j'ai compris que quoi qu'elle ait cru en entrant dans cette salle, elle croyait maintenant quelque chose d'autre. Elle était entrée pour évaluer un différend de garde entre deux parentes. Elle venait juste de se voir montrer une créancière. Ma mère a essayé de conclure. Même alors, je lui accorde ça. Elle n'a pas paniqué. Elle a regardé les mots de sa sœur atterrir. Elle a regardé le visage de Paula changer. Et elle a tendu la main vers le seul outil dont elle avait vraiment eu besoin. Qui était la reformulation? Lindsay ne le pense pas comme ça, a-t-elle dit avec un petit rire chaud et gérant. Bien sûr. J'ai regardé les aspects pratiques. Tout parent responsable le ferait. Personne dans cette salle ne critique l'avocat pour avoir fait exactement le même calcul. Elle s'est tournée vers le médiateur, ouvrant les mains, invitant l'accord. C'était un bon mouvement. Une semaine plus tôt, ça aurait pu marcher, mais la salle avait déjà vu la chose sous le manteau. Et on ne peut pas la dévoir. Et le rire chaud a atterri dans un silence qui n'a pas réchauffé en retour.
Elle a essayé 2 fois de plus petit chaque fois, et chaque fois le silence a tenu. Je pense que ce silence l'a effrayée plus que n'importe quel document parce qu'un document elle pouvait le combattre. Une salle qui avait simplement arrêté d'être d'accord avec elle. Elle n'avait aucune idée quoi faire avec. Pour la première fois de ma vie, j'ai regardé ma mère travailler une salle. Et j'ai regardé la salle refuser d'être travaillée. Le numéro était venu d'un téléphone dans un peignoir dans un spa. Keller avait assigné les communications de ma mère parce que dans un combat sur si elle pouvait être digne de confiance avec mon argent. Ce qu'elle avait fait avec ma réclamation était un jeu équitable. Et la découverte avait révélé un email. C'était la ligne sur laquelle Paula avait tapoté à la table pliante. Celle qu'elle n'avait pas voulu expliquer. Maintenant elle l'expliquait. Ma mère avait envoyé un email à l'ajusteur d'assurance du conducteur fautif. Elle s'était présentée comme la mère de la mineure blessée et avait demandé en termes professionnels les limites de police et l'évaluation probable de la réclamation. C'était un email compétent. C'était l'email d'une personne qui savait exactement ce qu'elle faisait. Il avait été envoyé à 21h14 un samedi soir depuis le réseau sans fil du resort pendant que j'étais aux soins intensifs à 40 miles et qu'elle n'avait pas encore conduit en bas pour signer quoi que ce soit et ne le ferait pas pendant encore une journée entière. Je reviens sans cesse à la géométrie de ça. Un samedi soir, un peignoir probablement. De l'eucalyptus dans l'air, la salle calme au bout du couloir, une fille sur un ventilateur. Et ma mère dans ce calme ouvrant son ordinateur portable. Pas pour trouver un moyen de descendre à l'hôpital, pas pour rappeler l'unité. Mais pour faire le calcul sur ce que le corps dans ce lit pourrait valoir. Je ne pars pas pour de la paperasse, avait-elle dit à l'infirmière. Elle ne partait pas. Elle le faisait déjà. C'était simplement un autre genre. Je ne pars pas pour de la paperasse. C'était la paperasse. J'ai demandé à Keller cette nuit-là s'il y avait une façon qu'elle gagne encore. Il a pris longtemps pour répondre de la manière dont il le faisait toujours. Et puis il a dit, non. Mais elle nous fera passer par chaque minute quand même. Les gens comme ta mère ne se plient pas. Ils doivent être pliés. 2 jours avant l'audience. Keller a passé un appel téléphonique sur haut-parleur et une voix que je n'avais jamais entendue a confirmé en langage administratif plat que mon père avait dit la vérité depuis sous terre. C'était le bureau du fiduciaire, l'institution que mon père avait nommée pour détenir la fiducie. Indépendante de tout le monde, précisément pour que personne dans ma famille ne puisse s'y appuyer. Une femme a lu d'un dossier. La fiducie avait été enregistrée à l'automne 2021. La désignation de garde en attente avait été exécutée et attestée la même semaine. Les 2 étaient valides. Les 2 étaient enregistrés. Les 2 précédaient toute réclamation que ma mère avait jamais faite de presque 5 ans. Pour confirmer, a dit Keller pour le bénéfice de la salle. Le parent survivant n'a aucune autorité sur ses actifs. Correct. Aucune. La voix a dit l'instrument est spécifique. Le fiduciaire indépendant administre. Un curateur peut être nommé pour tout nouveau fonds, un règlement par exemple. Mais le tribunal pèse l'aptitude et un conflit d'intérêts documenté et disqualifiant. C'était un langage si sec. Aucun drame dedans du tout. Et c'était le point, et j'ai compris le point en étant assise là. Mon père ne m'avait pas laissé un sentiment. Les sentiments peuvent être discutés. Et ma mère avait passé 16 ans à discuter des miens. Il m'avait laissé une structure, une chose rendue solide pour qu'elle tienne. Le genre de chose qu'un homme construit quand il t'aime et sait qu'il pourrait ne pas être dans la salle pour le dire. Le dossier était le dossier maintenant. Il réglait l'argent. Il ne réglait pas moi de lui-même parce qu'une fille n'est pas un actif. Et la question de où je vivrais était la seule chose dans ce dossier que le papier seul ne pouvait pas décider. Keller s'est assis avec moi le jour avant et a dessiné l'audience sur un bloc-notes légal. 2 boîtes pour que je sache dans quoi je marchais. 2 questions, a-t-il dit, en tapotant la première boîte. Avec qui tu vis? C'est la garde de la personne.
Et le juge le décide sur ce qui est le mieux pour toi, ta sécurité, tes souhaits, toute l'histoire. Il a tapoté la seconde boîte. Et qui contrôle l'argent? C'est la curatelle. Il n'y a pas encore de règlement. Il pourrait ne pas y en avoir pour un an, mais le tribunal nommera qui le gère quand il viendra. Ta mère veut les 2 boîtes. Il a posé le stylo. Elle va perdre les 2. Mais je veux que tu entendes le juge le dire, pas moi. Donc demain tu t'assois, tu restes silencieuse, et tu la laisses le dire pour toi. La nuit avant l'audience, ma grand-mère a mis un bloc de bois dans mes mains. Elle l'avait apporté du Nouveau-Mexique, une longueur de pain, brute, et un carré de papier de verre. Et elle nous a assises à la table de cuisine du petit endroit où nous restions. Et m'a montré comment faire la chose que mon père faisait pendant des heures dans sa boutique. Découlant avec le grain, jamais contre. Sens d'abord l'endroit rugueux avec le coussinet de ton doigt, et avance doucement vers lui. Et laisse le papier le trouver au lieu d'appuyer fort. Tu ne combats pas le bois, a-t-elle dit. Tu attends pour lui. Il donne quand il est prêt, pas quand tu es impatient. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Les seuls sons étaient le chuchotement sec du papier et le petit grincement de la sciure, s'accumulant sous mes ongles. Et le bois est devenu lisse sous ma main d'une manière qui semblait la première chose en semaine que j'avais réellement pu réparer. J'ai compris qu'elle ne m'enseignait pas la menuiserie. Elle m'enseignait comment être dans une salle le lendemain. Comment rester assise immobile pendant que quelqu'un appuie fort sur toi. Comment ne pas combattre et ne pas flancher et laisser la chose trouver son propre niveau. Demain, a-t-elle dit, en ponçant sa propre pièce à côté de moi. Elle dira des choses pour obtenir une réaction de toi. Ne lui en donne pas une. Laisse le papier parler. Ses mains ont appris aux miennes à être immobiles. Le matin du 13, j'ai mis la lettre scellée de mon père dans la poche intérieure de ma veste, où je pouvais sentir le coin contre ma poitrine. Je ne l'avais pas ouverte. Keller avait dit qu'elle était destinée à l'audience. Qu'il y avait une raison pour laquelle mon père l'avait scellée et une raison pour qu'elle soit ouverte dans la salle. Et je faisais confiance à ça de la manière dont j'étais venu à faire confiance à tout ce que mon père avait mis en mouvement avant qu'il ne manque de temps. C'était un mardi. J'ai remarqué que l'accident avait aussi été un mardi. Je ne sais pas pourquoi ça m'importait sauf que ça semblait que la semaine finissait enfin une phrase qu'elle avait commencé 5 semaines plus tôt. Ma grand-mère a redressé mon col à la porte du palais de justice. Quoi qu'elle dise dedans, a-t-elle dit. Tu restes immobile. Laisse le papier parler. Le 13, nous sommes entrés. Ma mère était déjà assise dans son bon manteau, souriant à un homme que je ne reconnaissais pas. Se penchant près. De la manière dont elle souriait aux gens qu'elle n'avait pas tout à fait fini de convaincre. La salle d'audience était plus petite que celle à la télévision. Lumière fluorescente, un plafond bas, un drapeau dans le coin qui avait besoin d'être repassé. La juge était une femme dans la soixantaine avec des lunettes de lecture sur une chaîne. Et elle dirigeait sa salle tranquillement. Ma mère est allée en premier. Elle s'était habillée pour ça. Bleu doux, rien de flashy, un mouchoir déjà plié dans sa main, même si ses yeux étaient secs. Et elle avait un tic que j'avais regardé toute ma vie sans jamais le nommer. Quand elle travaillait, quand elle concluait. Elle tournait son alliance autour et autour de son doigt avec son pouce. Elle la portait encore. 3 ans veuve, et elle portait encore son alliance. Et dans cette salle, elle la tournait autour et autour pendant qu'elle donnait à la juge sa version. Elle était bonne. Je veux que ça aussi soit au dossier. Elle a parlé d'une mère seule faisant de son mieux. Elle a parlé d'un accident tragique et d'une fille effrayée et d'une grand-mère en deuil et bien intentionnée, qui avait tout repassé. Elle n'a jamais élevé la voix. Elle m'a appelé mon bébé 2 fois. Elle a demandé au tribunal de restaurer l'ordre naturel d'un enfant à sa mère. C'était une belle conclusion. Autour et autour allait l'alliance. Puis la juge a demandé à Monsieur Keller s'il avait quelque chose à présenter. Keller n'a pas fait de spectacle. Il avait appris, je pense,
que dans une salle comme celle-ci, l'effet jouait pour lui. Il a remis la désignation en attente d'abord. Exécutée et attestée en 2021. Il a remis la fiducie avec son nom retiré de la propre main de mon père. Il a remis le journal d'appel de l'hôpital. Puis il a dit le numéro à voix haute. L'unité des traumatismes a passé 3 appels à la défenderesse l'après-midi de l'accident. A-t-il dit. Du premier appel répondu au moment où elle est arrivée à l'hôpital, 41 heures se sont écoulées. La juge a regardé le journal. Elle a regardé ma mère. Est-ce exact? 41 heures? Le pouce de ma mère est devenu immobile sur l'Alliance. J'étais en état de choc, a-t-elle dit. Je venais juste d'entendre que ma fille était blessée. J'avais besoin d'une journée. N'importe qui aurait besoin d'une journée. 41 heures, a dit la juge, ce n'est pas une journée. Elle l'a dit sans chaleur. Elle l'a juste dit et l'a laissé s'asseoir dans la salle où tout le monde pouvait voir la taille de ça. 41 heures, pas une journée, presque 2. Ma mère a commencé à expliquer. Expliquer était une sorte de conclusion, et elle était bonne à ça. Mais la juge avait déjà déplacé ses yeux vers le document suivant. Et j'ai regardé ma mère comprendre que pour la première fois de sa vie, elle était dans une salle qui ne serait pas conclue. Puis ça a empiré pour elle parce que Keller n'avait pas fini. Et la partie suivante n'était pas à propos de son absence. C'était à propos de sa présence, à propos de ce qu'elle avait fait à l'intérieur de ces 41 heures. Il a remis l'email. Envoyé à 21h14 un samedi soir depuis le resort à l'ajusteur demandant les limites de police pendant que j'étais sur un ventilateur. Il n'a pas éditorialisé. Il a lu l'heure d'envoi et l'emplacement et la ligne d'objet. Et il a laissé le tampon horaire être tout l'argument. La juge l'a lu 2 fois. Ma mère a dit que tout parent responsable regarderait dedans et s'est arrêté parce que personne dans la salle ne la regardait plus comme une mère. Et puis Keller a fait la chose que mon père avait planifiée 5 ans plus tôt depuis une salle d'attente de cardiologue avec un stylo. Votre honneur, le père de l'enfant a laissé une lettre. Il a demandé qu'elle soit ouverte en audience si ça en arrivait là. Avec la permission du tribunal et la sienne, j'aimerais la lire. J'ai sorti l'enveloppe de ma veste. Le coin était devenu doux contre ma poitrine. Je l'ai remise à Keller et mes mains étaient stables et la salle était très silencieuse et il l'a ouverte le long de la couture que mon père avait léchée fermée dans une salle que je ne verrais jamais. Et il a lu à quiconque est dans cette salle. Je m'appelle Daniel Mercé et si ceci est lu à voix haute alors j'avais raison et je suis désolé d'avoir eu raison. Je veux vous parler de ma fille. Toute sa vie, les gens autour d'elle l'ont appelée forte. Et ils ont utilisé le mot de la manière dont on utiliserait une clôture pour la garder du côté. Éloignée d'avoir jamais besoin de quoi que ce soit. Sa mère appellera notre fille forte pour ne jamais avoir à être douce avec elle. Pour ne jamais avoir à se présenter. Forte est devenue la raison pour laquelle personne n'a jamais eu à le faire. Je ne pouvais pas réparer ma femme. J'ai essayé longtemps. Mais je pouvais construire un mur qu'elle ne pourrait pas contourner en parlant. Et donc je l'ai fait. L'argent que ma fille hérite n'est pas à elle à gérer. Et le nouvel argent, s'il en vient jamais, ne doit pas l'être non plus. Ne la laissez pas près de ce que cet enfant mérite. Pas parce qu'elle est mauvaise, parce qu'elle se noie. Et une personne qui se noie tiendra un enfant sous l'eau pour garder sa propre tête hors de l'eau et appellera ça de l'amour tout le long. Sloan. Si tu entends ça. Sois douce maintenant. C'est fini. Tu peux le poser. Keller a posé la lettre sur la balustrade. Personne n'a bougé pendant un moment. Le seul son dans cette salle était le ventilateur d'air au plafond et quelque part au loin. Un téléphone que quelqu'un avait oublié de mettre en silencieux, vibrant une fois et s'arrêtant. Ma mère a brisé le silence parce qu'elle ne pouvait pas rester dedans. Elle me doit, a-t-elle dit d'une voix qui est sortie mal, trop forte, râpée à vif. Je suis sa mère. Après tout, elle me doit. Et l'alliance de mariage qu'elle avait tournée autour de son doigt toute ma vie.
a glissé du pouce où elle l'avait travaillé libre et est tombée et a roulé à travers le sol de la salle d'audience et personne ne l'a ramassée. C'était le moment où elle a arrêté d'être ma mère dans ma tête. Elle est devenue une personne nommée Caroline. Caroline Mercé ne protégeait pas son enfant. Elle protégeait un actif. Elle avait regardé un corps sur un ventilateur et vu un chiffre. Elle avait répondu à un hôpital depuis un spa et appelé ça de la force. En 16 ans. Elle n'avait rien construit qu'elle n'essayait pas de monétiser dans cette salle d'audience. Paula Brennan s'est levée. Votre honneur, j'ai été nommée pour représenter les intérêts de cet enfant. Et j'en ai assez entendu pour les déclarer clairement. Ce n'est pas un parent protégeant un enfant. C'est une créancière gérant un actif. Je demanderai au tribunal de le traiter exactement comme ça. La juge a enlevé ses lunettes de lecture. Elle n'a rien terminé. C'est une route différente et plus dure, et ce n'était pas ce que nous avions demandé. Et ce n'était pas le but. Elle a fait quelque chose de plus propre. Elle a rejeté les deux requêtes. Caroline ne serait pas ma curatrice. Un curateur indépendant gérerait tout ce que le règlement apporterait jamais. Et elle ne serait jamais autorisée près. Et la garde de la personne, le droit de décider où je vivrais, est allé à la femme qui avait conduit 410 miles dans le noir et avait démêlé les nœuds de mes cheveux. L'ordonnance a pris 90 secondes à lire. C'était les 90 secondes les plus silencieuses de ma vie. Elle est venue pour conclure. Elle est partie avec rien dans les mains, même pas l'alliance. Quelques semaines plus tard, ma grand-mère et moi sommes passés devant l'épicerie. Et le banc de bus devant était vide. Pas son visage, pas encore celui de quelqu'un. Juste un cadre blanc vide avec un numéro de téléphone pour l'espace publicitaire ou le sourire de ma mère avait été aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Je ne connais pas le mécanisme exact de comment la position d'une personne se défait dans un endroit comme le nôtre. Je sais seulement que ça le fait tranquillement de la manière dont ça avait été construit dans les même sans petit bureau. Une agence ne fait pas d'annonce. Les gens arrêtent simplement de retourner un appel. Un nom arrête d'être passé à la vente aux enchères de l'école. Le consensus qu'il avait protégé pendant 20 ans s'est avéré courir dans les deux sens. Et une fois qu'il a commencé à bouger, il a bougé sans sa permission, de la manière dont il avait toujours bougé sans la mienne. Donna Petra est venue vers moi devant ce même magasin une semaine ou deux plus tard. Son visage travaillant quelque chose. Sloan, chérie, je n'avais aucune idée, a-t-elle dit. Aucun de nous n'en avait. Si nous avions su ce qui se passait dans cette maison. Tu le savais pourtant, ai-je dit, pas méchamment. Juste vrai. Tu as juste rien dit. Elle n'avait pas de réponse pour ça. Il n'y en a pas. J'avais su qu'il n'y en avait pas depuis que j'avais 12 ans. En marchant à la maison dans la chaleur d'où pendant qu'elle faisait signe et continuait à conduire. Son nom est tombé des bancs de bus. Caroline m'a envoyé un texto autour de ce moment. Juste une fois 3 phrases sur comment elle me manquait, comment la famille était la famille. Comment elle espérait qu'une fois les choses réglées nous pourrions recommencer à neuf. Je n'ai pas répondu comme elle le voulait. J'ai répondu de la manière dont la lettre de mon père m'avait appris que j'étais autorisé. J'ai écrit 3 termes à la main sur une seule feuille. Je les ai donnés à Keller pour envoyer parce que j'avais fini d'être joignable directement. 1. Tout contact passe par Martin Keller par écrit. 2. Nous ne discutons pas du règlement, de l'argent, de la curatelle. Ou de quoi que ce soit avec $1 attaché jamais. 3. Il n'y aura aucun contact du tout à moi et jusqu'à ce que je sois celle qui ouvre la porte. Et ça pourrait être longtemps, et ça pourrait être jamais. Et l'un ou l'autre de ceux-ci est autorisé. Puis j'ai ajouté une ligne en dessous parce qu'il y avait quelque chose que je devais dire. Exactement une fois, et puis plus jamais. Tu m'as appelé forte pour ne jamais me devoir de la douceur. D'accord n'a jamais été quelque chose que j'ai choisi. Ce sont mes termes. Je ne l'ai pas adouci. Je ne me suis pas excusé pour ça. Je l'ai lu une fois et c'était la phrase la plus vraie que j'avais jamais écrite.
Et j'ai signé mon nom en dessous et c'était la première signature dans toute cette histoire qui décidait réellement quelque chose. D'accord. N'a jamais été quelque chose que j'ai choisi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, et si une partie de ceci a atterri quelque part de familier. Si vous avez jamais reçu le mot fort comme une manière de recevoir moins, j'aimerais l'entendre. Dites-moi votre version dans les commentaires. La chose que vous avez gérée que vous n'auriez jamais dû avoir à gérer. Et si c'est le genre d'histoire dont vous voulez plus? Le genre où la silencieuse finit par fixer les termes, abonnez-vous et restez proche. Il y a une dernière chose que je veux vous montrer avant de partir. Ma chambre chez ma grand-mère donne sur un étang à bétail à l'arrière de sa terre. Ce n'est pas une vue dramatique. Un peu d'eau, quelques broussailles, une ligne de peupliers. Mais le soir, la lumière descend plate et or à travers la surface. Et la surface ne bouge pas parce qu'il n'y a rien là-bas pour la bouger. Et j'ai passé beaucoup de soirées cet été simplement à la regarder ne pas bouger. Le coffre en cèdre est dans cette chambre maintenant. Ma grand-mère me l'a donné pour de bon. Il ne contient plus de documents. Keller les garde. Il contient des pulls. Mon père l'a construit à la main, a assemblé les coins à queue d'aronde. L'a poncé pendant presque un mois. Et je pense qu'il serait content de savoir qu'il a enfin pu être ce qu'un coffre est censé être. Pas un coffre-fort, pas une preuve. Juste une bonne chose solide dans une chambre surtenant quelque chose de doux. J'ai commencé en vous disant que ma mère a répondu à un hôpital depuis un spa. Que l'eau de toute mon enfance était toujours en mouvement. Toujours une urgence que j'étais censé gérer pendant que les adultes regardaient ailleurs. Cette partie est vraie, mais ce n'est pas la fin. Et ce n'est pas l'image que je veux vous laisser. Le coffre contient des pulls maintenant. L'eau dehors par la fenêtre ne bouge pas. Moi non plus, à moins que je choisisse de le faire. L'eau était enfin.